Bonsoir à tous. Je voulais vous lire un livre assez extraordinaire pour ceux qui vont découvrir cette mascarade. Donc c'est celle de Yasser Arafat, un livre de Jacques Delacroix. Une terrible histoire cachée, Yasser Arafat, pion du comité X dans le conflit israélo-palestinien, collection Liesi. Donc je vous lis ce que je trouve dans ce livre. Qui est vérifiable apparemment, très simplement. Arafat était-il juif? Depuis l'orchestration des attentats du 11 septembre 2001, les médias d'ambiance et les marionnettes politiciennes nous ont placés dans une logique d'affrontement entre sionistes et islamistes, et plus particulièrement, du moins pour le moment, entre Israël et les Palestiniens. Il n'y a pas à revenir sur l'idéologie suivie par les dirigeants israéliens. Par contre, ce qui a été révélé du leader palestinien aujourd'hui décédé dans des conditions d'ailleurs très troublante, est une bombe. Yasser Arafat serait juif. Le docteur Razi Hussein, G-H-A-Z-I, Hussein, H-U-2-S-E-I-N, palestinien, secrétaire du bureau juridique et politique de l'OLP, Organisation de la libération de la Palestine, dévoile dans son dernier livre Yasser Arafat à la solution sioniste de la crise et la solution sioniste de la crise en Palestine, entre guillemets, chez l'éditeur Azari, A-Z-Z-A-R-H-I, à Damas, que Yasser Arafat n'est pas de la famille Al-Husseini de Al-Quds, Jérusalem, comme il a affirmé depuis toujours. Yasser Arafat a eu des origines juives marocaines et son véritable nom était Abdelraouf Al-Qudwa. Abdelraouf Al-Qudwa, A-L-Q-O-U-D-O-U-W-A. Selon l'auteur, Yasser Arafat était juif de la famille Al-Qudwa, du nom du village d'origine de son père au Maroc. À la fin des années 60, on a interrogé Ahmad Jibril Al-Hajj Amin Al-Husseini, mufti de Palestine, mais résident à Beyrouth au Liban, sur les déclarations de Yasser Arafat et sur son appartenance à la noble famille Al-Husseini Al-Maqdisiya. Selon le mufti, Arafat n'a jamais appartenu à la famille Al-Husseini et ses véritables origines étaient au Maroc. En effet, le mufti Hajj Amin Al-Husseini avait demandé des renseignements à Allal Al-Fassi, ancien ministre des Affaires étrangères marocain, sur Abdelraouf Al-Qudwa, le vrai nom de Yasser Arafat. L'ancien ministre avait alors répondu que sa famille venait d'un village peuplé en majorité de juifs du nom de Al-Qudwa au Maroc. D'après l'enquête du docteur Razi, Moussa Al-Maghribi, le cousin de Yasser Arafat, a précisé que celui-ci avait changé de nom pour devenir Moussa Al-Husseini et qu'il avait délaissé une fortune de 200 millions de dollars lorsqu'il avait émigré vers le Moyen-Orient. Moussa Al-Maghribi a également confirmé les origines juives marocaines de Arafat. D'après un officier militaire de l'armée de libération de la Palestine, Moussa Al-Maghribi lui avait certifié que lui et sa famille étaient venus du Maroc et qu'ils s'étaient installés au Caire en Égypte, juste à côté d'une synagogue. De plus, la sœur de Yasser Arafat, al-Mouminin, a informé le docteur Razi que son frère Yasser passait toutes ses journées dans un quartier juif du Caire lorsqu'il était plus jeune. Le docteur Razi Hussein écrit à la page 13 de son livre, j'ouvre les guillemets, « J'ai lu une fois le livre Fatah en anglais, F-A-T-A-H. J'y ai aperçu le nom d'un ingénieur français, Roger Al-Qudwa, qui travaillait au Koweït. Quand Roger Al-Qudwa a appris qu'un certain Abdelraouf Al-Qudwa et Yasser Arafat dirigeaient le mouvement Fatah, il a quitté le Koweït pour aller à sa rencontre et lui demander des explications. Arafat, ayant appris cela, a organisé l'élimination de Roger Al-Qudwa. Voilà, donc c'est quand même assez hallucinant. Pour ne pas se faire démasquer. D'après les récits à ce sujet, l'ingénieur français Roger Al-Qudwa était membre de la famille Maghribi qui avait immigré en France. Selon le docteur Ghazi, qui cite l'auteur du livre 30 ans de gâchis, entre guillemets, le meurtre de Roger Al-Qudwa a été confirmé par deux résistants soudanais du mouvement Fatah, le Fatah. Ces deux hommes venaient du camp d'entraînement d'Al-Rouar, près de As-Solta au Soudan. Ils ont précisé comment ils ont assassiné l'ingénieur français à l'aide d'une mine antipersonnelle déposée sous son lit. Yasser Arafat est né dans le quartier à majorité juive du Caire, dit As-Sakakin. Son père est venu de Al-Qudwa au Maroc. Il s'est marié à une femme arabe proche de la famille Husseini. Puis ils ont émigré vers le Caire, entre parenthèses, Al-Watan, 11 décembre 1996. La mère de Yasser Arafat est morte en 1933, laissant derrière elle 7 enfants, 4 garçons et 3 filles, Abdelraouf Yasser, Khaled, Mustafa, Fathi, Inham, Khadija et Yassar. En 1966, le Haut Comité de l'organisation Fatah décide de mener une enquête sur Yasser Arafat et ordonne son expulsion du mouvement pour les raisons suivantes. Arafat a présenté de faux rapports de son travail et il a émis des faux documents au nom de l'organisation. Arafat s'est rebellé contre les ordres et les décisions prises par le mouvement et ne les respectait pas et faisait tout pour les saboter. Il imposait sa politique aux autres et il soudoyait avec de l'argent d'autres membres pour qu'ils acceptent de suivre ses décisions afin de mettre en minorité le Haut Comité de l'organisation Fatah. Il gaspillait l'argent
qui lui étaient attribués pour des missions afin que l'organisation n'atteigne jamais ses objectifs. Il donnait des secrets de l'organisation Fatah à des éléments étrangers. Il effectuait des voyages vers Chypre clandestinement sans l'autorisation de ses supérieurs. Lors de cette crise au sein de l'organisation Fatah, Arafat s'en est sorti en éliminant son rival Youssef Arabi, chef de l'aile militaire du Fatah. Arafat a également écarté Adel Abdelkarim, Abd Allah Danan. Il a fait emprisonner en Jordanie ses adversaires au sein de l'organisation: Abdessalam El-Amouri, Mahmoud Moussada, Galeb Barakak, Walid Abou Sha'ban. En octobre 1973, l'État sioniste a assassiné les 3 hauts dirigeants du mouvement Fatah, Abu Youssef al-Najjar, Kamal al-Oudouane, Kamal Nasser, dans leur maison, toutes situées sur la rue Ferdan à Beyrouth. Arafat était au courant de l'opération israélienne depuis une semaine, mais n'a rien fait de concret pour empêcher les assassinats. D'après le docteur Razi, Jamal Sourani, représentant de l'organisation au Caire, affirme que le chef des services de renseignement d'un pays arabe avait informé personnellement Yasser Arafat à Beyrouth des projets de l'entité sioniste d'éliminer les hauts dirigeants du Fatah. Il avait même donné la date de l'opération. Arafat n'a rien fait et s'est tué à ce propos. Il a même contribué à couvrir l'opération israélienne. De même, le responsable du renseignement militaire du Fatah, Abu Zahim, qui travaillait avec Arafat, confirme que celui-ci était au courant de l'opération et que le chef du commando israélien était Ehud Barak. Un autre membre important du Fatah, Abu Iyad, corrobore les témoignages précédents. Il déclare que Arafat est allé rendre visite aux 3 hauts dirigeants du Fatah juste avant l'arrivée des Israéliens, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien là. Abu Iyad a alors averti clairement les gardes d'un danger imminent. Il a même entendu Arafat dire aux dirigeants que peut-être un sous-marin israélien viendrait les enlever à Beyrouth. Ceux-ci lui répondirent par des sourires. Quelques minutes après, Ehud Barak et son commando arrivaient dans des voitures de location et ils éliminaient les cerveaux du mouvement Fatah. Il faut noter aussi que cette opération arrivait à point nommé pour Yasser Arafat, qui était en conflit avec Abu Najjar, conflit qui était sur le point de tourner en un affrontement militaire au sein du Fatah entre Arafat et Abu Najjar pour le contrôle de l'organisation. Le 5 mars 1973, l'élimination de Abu Youssef, un autre membre imminent du Fatah, donnait le contrôle total de l'organisation à Yasser Arafat. Dans les pages 18, 19 et 20 du docteur Ghazi Hussein affirme que Yasser Arafat a éliminé d'autres membres influents de l'organisation Fatah: Zayn Mohsen, Majid Abou Sharar, Saad Saïl, Abu Jihad, lui, a été assassiné à Tunis par Ehud Barak et son commando. Arafat s'en est retrouvé renforcé, il avait les pleins pouvoirs sur l'organisation. Tous ses opposants avaient été tués ou emprisonnés. Abu Iyad, l'un de ses fidèles, a lui aussi été tué, ainsi que Abu al-Houl. Tous ses successeurs ou rivaux potentiels furent écartés de la scène, seul à rester Arafat. Afin de dissiper les doutes qui pesaient sur lui, Arafat a alors entamé une campagne de diffamation et de calomnie sur toutes les personnes qui osaient douter de lui ou qui se demandaient comment il avait fait pour échapper à l'hécatombe et au massacre des principaux dirigeants du Fatah. Arafat a ainsi fait croire qu'une menace permanente planait sur lui et qu'il devait changer tous les jours de lieu. Ses déplacements étaient tenus secrets, ses gardes goûtaient ses repas avant lui de peur qu'il ne soit empoisonné. En vérité, ce fut une stratégie pour éloigner le regard indiscret, créer le mythe Arafat, le champion, l'intouchable, fugitif pourchassé par les Israéliens, auquel il ne fallait plus poser de questions sur ses anciens camarades, qu'il avait soigneusement pris soin d'éliminer. Celui qui s'en sortait toujours alors que ses compagnons avaient été décimés. Cette stratégie lui a permis de dissiper les soupçons de ses collaborateurs et tirer profit de la situation pour le contrôle d'une des plus grandes factions de la résistance palestinienne, désormais entièrement contrôlée par l'entité sioniste. À cette époque-là, selon la presse internationale, Golda Meir, alors première ministre de l'entité sioniste, a fait rayer le nom de Yasser Arafat de la liste noire des personnalités palestiniennes à abattre par le Mossad. Lors de l'invasion du Liban en 1981, Ariel Sharon avait ordonné à ses troupes d'avertir Yasser Arafat à Beyrouth lorsque les tanks israéliens seraient à portée de canon de lui, afin de lui laisser le temps de s'échapper. Dans son mémoire de 1989 de Beyrouth à Jérusalem, Thomas Friedman écrit que l'intimidation physique était un obstacle majeur à la sincérité des reportages de Beyrouth pendant les années où l'OLP de Yasser Arafat tenait le sud Liban sous sa coupe. Le livre du docteur Ghazi Hussein dévoile aussi d'autres secrets sur les relations entre Abu Mazen et les Israéliens et son clan qui dirige et domine de manière dictatoriale la bande de Gaza. Ils sont tous exposés dans le livre du docteur Ghazi Hussein, j'ouvre les guillemets, Yasser Arafat et la solution sioniste, la crise en Palestine, fermez les guillemets. Selon Ahmed Mansour, journaliste égyptien de la chaîne qatariote satellitaire Al Jazeera, Yasser Arafat est un sioniste. Le journaliste a commencé son investigation sur lui il y a 2 ans et il révèle dans son nouveau livre des faits troublants. En 1993, lors de la signature des accords d'Oslo à Washington, Bill Clinton avait organisé une réception juste avant. Étaient présents ce jour-là Moubarak, le roi Hussein de Jordanie, Arafat, Shimon Peres, Rabin, des hommes d'affaires, des diplomates et des journalistes triés sur le volet. Rabin a alors pris à partie Arafat devant tout le monde en lui disant « Je me demande si tu es juif ».
Arafat a paru extrêmement gêné, mais toute l'assistance a ri et applaudi quelques minutes. Rabin a continué en déclarant qu'Arafat avait tous les traits de caractère d'un juif. Dans la tradition juive, on reconnaît un juif dans l'art qu'il a de parler. Je pense vraiment que tu ne peux être que juif, tu en as les traits. Rabin savait ce qu'il faisait, et ses paroles étaient choisies, calculées. Il a essayé de dévoiler les véritables origines de Yasser Arafat. Rabin a été éliminé quelques mois plus tard. D'après le journal L'Opinion publique du Koweït, daté du 12 décembre 1996, un des membres de l'OLP, Faisal Al-Husseini, a découvert un rapport secret lors de l'un de ses voyages à Damas. Le rapport faisait état d'un compte rendu d'une réunion secrète qui s'était tenue à Beyrouth entre le secrétaire général du Front populaire de la Palestine et le mufti Ahmed Jibril Al-Hajj Amin Al-Husseini, qui avait alors parlé des véritables origines de Yasser Arafat. Lors de son voyage à Damas, Faisal Al-Husseini, neveu du mufti, a appris que son oncle avait refusé de signer l'accord de la partition de la Palestine en 2 États proposé par les Allemands et s'était réfugié au Liban où il est mort. Le rapport décrit aussi comment le mufti a dévoilé la véritable origine de Yasser Arafat. J'ouvre les guillemets. Ses racines sont au Maroc, pas Al-Quds, comme il le prétend. Son père vient du Maroc, il s'est installé dans Al-Quds. Il a travaillé pour la famille Al-Husseini et il s'est marié avec une femme arabe proche de la famille Al-Husseini avec laquelle il est parti au Caire et il a eu Yasser Arafat. Fermez les guillemets. Selon Ahmed Mansour de Al Jazeera, l'enquête continue, elle risque de révéler et mettre à jour des événements beaucoup plus importants qui se sont produits dans la région dans les mois à venir. Source de cette information, service de renseignement stratégique News STCOM. Il est vrai qu'Arafat a longtemps gouverné les Palestiniens à la manière d'un parrain de la mafia, en terrorisant les uns, en destinant sa protection aux autres, en faisant main basse sur l'économie et les finances. Ce fut sa méthode au sein du Fatah, l'organisation nationaliste créée en 1959 sous les auspices des services secrets de Nasser. Il a transposé cette méthode à la tête de l'organisation de l'OLP, mise sur pied en 1964 et dont il devint le chef 4 ans plus tard en 1968 avec l'appui des soviétiques dans le Fatahland, la principauté qui s'est détaillée au sud Liban de 1975 à 1982. C'est ainsi qu'était géré l'État palestinien autonome mis en place en Cisjordanie et à Gaza à partir de 1994 à la suite des accords d'Oslo. En 1991, les Palestiniens avaient tenté une première fois de casser ce système. Arafat était doublement affaibli par la chute de l'URSS et la défaite de l'Irak lors de la première guerre du Golfe, mais les accords d'Oslo l'avaient remis en selle. C'est l'échec de la seconde intifada, le conflit sanglant avec l'Israël déclenché en septembre 2000 qui a provoqué la révolte actuelle, celle qu'Arafat affronte juste avant sa curieuse hospitalisation parisienne et son décès. Le 26 novembre 2002, l'autre grand journal libéral arabe Al Hayat publiait un texte de Mahmoud Abbas, un ancien collaborateur du Raïs. Avec les accords d'Oslo, nous étions entrés dans une phase de construction. Nous obtenions des capitaux et des investissements. Ce qui s'est passé depuis 2 ans se résume à la destruction de tout ce que nous avions réalisé depuis Oslo et même avant. Fermez les guillemets. Au printemps 2003, Abbas devient le premier chef d'un gouvernement palestinien régulièrement investi par le Parlement de Ramallah. Les manœuvres d'Arafat le forcent à démissionner 6 mois plus tard. Mais son ministre des Finances, Salem Fayed, a pu réunir un dossier accablant sur la gestion financière du Raïs que le FMI rend public. 900 millions de dollars prélevés sur l'aide internationale ont été détournés. D'autres enquêtes aboutissent à des chiffres beaucoup plus élevés, encore 5 milliards de dollars au plus. Chacun l'a compris, afin de mener à bien la mission qui lui a été dévolue comme pion du comité X, entre guillemets. Dans le conflit israélo-palestinien, Yasser Arafat a eu besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Pourtant, diront certains, il ne menait pas grand train. C'est vrai. D'ailleurs, le leader palestinien était relégué depuis 3 ans par les troupes israéliennes dans son quartier général de Ramallah, la Moukata, vivant, pensions-nous, sous la menace permanente d'une liquidation physique. En fait, en prenant de l'âge, le personnage ne cherchait pas la fortune. Le pouvoir seul lui importait, même si ce pouvoir n'était qu'une illusion. Comme l'homme au kéfi a besoin de beaucoup d'argent, il a construit une nébuleuse financière passant par Genève et des paradis fiscaux. Les enquêteurs du FMI ont découvert d'étranges transactions. En effet, écrit Capital, depuis plusieurs mois, des bataillons de vérificateurs dépêchés par la Commission européenne, le FMI et la Banque mondiale ont entrepris de passer au crible les comptes de l'autorité palestinienne, le gouvernement provisoire des territoires occupés par l'Israël, au point qu'il n'est plus rare de croiser des auditeurs cravatés d'Ernest & Young et de Deloitte & Touch sur les routes défoncés de Cisjordanie et de Gaza. Leur mission, essayer de mettre au jour les détournements de fonds présumés dont Yasser Arafat se serait rendu coupable entre 1994 et 2002. Plus ennuyeux encore pour l'homme au kéfier, son propre ministre des Finances, Salam Fayyad, un ancien haut responsable du FMI qui lui a été imposé par la communauté internationale en juin 2002, c'était ça ou la suppression de l'aide étrangère, passe lui aussi ses journées à reconstituer les circuits financiers occultes mis en place par son président. Il est grand temps d'imposer la transparence, martèle dans tous ses discours ce docteur en économie de l'université du Texas.
Il n'est sans doute pas au bout de ses surprises. Dans le dernier classement des fortunes mondiales publié par Forbes, Arafat pointe à la 6e place de la catégorie roi, reine et despote, juste derrière la reine d'Angleterre. Le magazine américain qui a réalisé un inventaire approximatif de ses comptes en banque et de ses participations estime son patrimoine à au moins 300 millions de dollars. Sans donner plus de détails, encore ce chiffrage est-il probablement minoré. Les services secrets israéliens, il est vrai complètement impartiaux, évaluent pour leur part les avoirs du chef de l'ONP à 1,3 milliard de dollars. Comment ce fils de petit commerçant né au Caire, qui a débuté sans le sou comme ingénieur civil au Koweït dans les années 50, a-t-il pu se constituer un tel trésor? Comme les Shadok, en pompon. À en croire un rapport du FMI publié en septembre dernier et confirmé par les investigations du ministre Salem Fayed, le chef de l'ONP dont l'entourage n'a pas souhaité répondre à Capital, aurait en effet détourné plusieurs centaines de millions de dollars des caisses de l'autorité palestinienne. Ce pillage en partie réalisé à son profit personnel aurait débuté en 1994 et se serait accéléré en 1996. Lorsque Yasser Arafat est élu à la présidence de cette institution, on a saisi les rênes financières. Jusqu'à l'arrivée de son actuel ministre des Finances, pas une seule opération de trésorerie, pas un seul paiement ou encaissement qu'il n'ait personnellement contrôlé, organisé ou approuvé. Un seul homme connaissait les arcanes de ces transactions, Mohamed Rachid, un ancien journaliste kurde irakien dont Arafat a fait depuis les années 90 son conseiller financier personnel. Derrière un épais écran de fumée entretenant la confusion entre leur propre argent et les fonds publics qu'ils géraient, les deux hommes pouvaient agir à leur aise. Où puisaient-ils? En premier lieu, dans le produit des taxes sur les carburants collectés par les Israéliens pour le compte de l'autorité palestinienne. Entre 1996 et 1999, affirme le FMI, une partie de ces sommes était reversée sur un compte de la banque Leumi à Tel Aviv, agence Hashmou Naïm, ouvert au nom de Yasser Arafat et de Mohamed Rachid. À l'époque, nous souhaitions donner au chef de l'OLP les moyens de lutter contre ces éléments les plus radicaux, se justifiait un ancien membre des services de renseignement israéliens. Cette réponse est un pur mensonge, puisqu'il ressort de ce flot d'informations que Yasser Arafat paraît comme un complice des agents du Likoud, puisque c'est eux qui lui donnaient des sous pour qu'il puisse lutter contre ces éléments les plus radicaux. C'est quand même assez hallucinant. Et il fait travailler son argent chez eux, et ils disent ça, enfin, c'est dingue, se justifie un enseignement du service secret renseignement israélien. Toujours selon la FMI, les deux hommes détournaient aussi une partie des droits de douane ainsi que de la TVA récupérée sur les produits importés en Palestine. Ils prélevaient en outre dans les trésoreries des entreprises publiques détenues par l'autorité palestinienne, et en particulier les monopoles de distribution du ciment, du pétrole, du tabac et encore de la farine. Comme si cela ne suffisait pas, les Israéliens accusent depuis 2 ans Arafat d'avoir utilisé une partie des aides européennes à l'autorité palestinienne pour financer des organisations terroristes. Test qui n'a pour le moment pas été confirmé par Bruxelles. Au total, d'après le rapport du FMI, les sommes indûment prélevées sur le budget palestinien atteindraient 898 millions de dollars rien qu'entre 1995 et 2000. Selon les témoignages et les documents qu'a pu recueillir Capital, une partie non négligeable de ce magot, au moins 225 millions de dollars, a été versée sur un compte en Suisse. Ce transfert a d'ailleurs été difficile à organiser pour les leaders palestiniens. Échaudés par les scandales Mobutu et Marcos, les Suisses n'étaient en effet pas très chauds pour ouvrir leur coffre à ces fonds secrets. Pour débloquer la situation, le fidèle Mohamed Rachid a donc dû faire appel début 1997 à 2 ex-membres des services secrets israéliens reconvertis en hommes d'affaires, Yossi Ginosar et Uzrad Louv, U-Z-R-A-D-L-E-W. J'ouvre les guillemets. Nous avons rassuré les Helvètes en leur garantissant qu'il s'agissait d'argent officiel, placé là pour le compte de l'autorité palestinienne. Fermez les guillemets, raconte Louv. Le compte principal, il en existerait d'autres, fut finalement ouvert à Genève en février 1997 à la prestigieuse banque Lombard-Odier et compagnie, au nom de la société d'investissement Ledbury Global Inc., domiciliée aux îles Vierges britanniques. Ces 2 seuls ayants droit étaient Yasser Arafat et son fidèle conseiller. Mais Uzrad Louv possédait un mandat de gestion avec mission de faire fructifier les fonds. Selon les relevés de la banque Lombard-Odier, en notre possession, 227,4 millions de dollars ont été crédités sur ce seul compte entre 1997 et 2000, pour une bonne part en provenance de l'Arab Bank de Ramallah. À quoi a servi cet argent? Mystère. Les relevés mentionnent plusieurs virements de 5 millions de dollars sur un compte de la banque cantonale de Genève et surtout un transfert de 65 millions réalisé le 24 août 2001 en faveur d'une banque londonienne non précisée. J'ouvre les guillemets, c'est Mohamed Rachid qui a pris l'initiative de cette opération sans m'en avertir, se défend Uzrad Louv. À mon avis, elle a dû servir à financer des activités terroristes. Fermez les guillemets. Depuis, l'homme d'affaires israélien a coupé les ponts avec ses partenaires palestiniens. Bon, j'arrête ici cette lecture et j'invite les gens à se procurer ce livre dans les références 100 ISBN 2 95 11 087 201. Donc je les invite à se procurer ce bouquin et de le lire et éventuellement de vérifier tout ceci.
parce que ça reste quand même assez hallucinant. Bienvenue dans